Bonjour tout le monde, c'est la quotidienne condensée les numériques. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ces quelques minutes extrêmement intenses d'ActuTech, c'est l'essentiel que je vais vous donner. Nous allons parler évidemment beaucoup de voitures, mais aussi de deux roues. Il y aura même peut-être un camping-car si vous êtes sage. On va parler de nos derniers tests. On va aussi parler de surveillance généralisée. On va parler de vie éternelle en toute simplicité. Bref, même si on a toute la vie devant nous, on n'a pas beaucoup de temps. C'est parti. On commence bien sûr avec les transports et l'automobile. C'est actuellement le IAA Mobile de Munich, en gros le salon de l'auto de Munich. C'est la fiesta de toutes les nouveautés et de tous les prototypes. Et nous avons quelques images notamment puisque beaucoup de constructeurs ont présenté des concept cars et des voitures qui vont arriver en production. Nous avons évidemment la IQE qui est la classe E électrique et qui promet notamment une autonomie de 660 km maximum, encore mieux que la berline de Tesla. En tout cas, nous avons des vidéos, nous avons des photos, nous avons des articles de la part de Eric et Aurélien qui sont sur le pont pour couvrir tout cela. Si vous voulez en tout cas des nouveautés, il y en a une qui nous a tapé dans l'œil, peut-être pas pour les bonnes raisons, vous allez nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est la EQS version Maybach. Je vous rappelle que Maybach c'est la division luxe de Mercedes-Benz. Regardez-moi ce SUV de trois couleurs, rouge, noir et chrome. Et je ne sais pas, je suis partagé en tout cas sur la ligne de ce véhicule qui augure des futurs véhicules électriques de cette division ultra luxe. À voir si les personnes fortunées adhéreront. On va enchaîner maintenant avec une tendance peut-être plus accessible avec trois véhicules qui sont allemands, qui sont compacts et qui sont citadins, mais des approches différentes. On commence avec Smart, une autre sous-marque de Mercedes et du chinois Geely qui a présenté son concept de voiture électrique de demain et vous allez voir, ça ne ressemble pas vraiment à une Smart mais plutôt à une Mini Cooper puisque Smart abandonnerait son concept radical de voiture deux places ultra compacte pour des berlines un peu plus, on va dire, classique. Du côté de Volkswagen, on va continuer. Nous avons ici la ID.Life qui est la version aussi, la vision Volkswagen des voitures autonomes et aussi recyclables et assez écologiques de demain. En tout cas, c'est un design, vous allez voir, qui a beaucoup fait discuter et qui a beaucoup partagé. Un autre design encore plus radical ce coup-ci, du côté de BMW avec la iVision Circular. C'est une voiture, vous allez voir, qui arriverait presque d'une autre planète et en tout cas, elle est fabriquée en matériaux quasiment 100% recyclés, que ce soit pour la carrosserie ou pour l'intérieur. Vous nous direz en tout cas laquelle de ces trois petites berlines allemandes compactes du futur est votre préférée. Durant cette euphorie autour des voitures du futur, il y en a certains qui continuent à jouer un petit peu la carte du frein à main pour passer à l'électrique et à l'avenir. C'est notamment le cas des deux constructeurs de supercars italiens, Ferrari et Lamborghini, qui ont demandé en fait une sorte de petit délai pour passer 100% à l'électrique. Selon eux, ça demande beaucoup d'investissements à long terme et des gigafactories dans tous les sens pour pouvoir construire des supercars électriques à la hauteur de leur réputation. Ça, c'est évidemment la version des organisateurs. La version de la police est un petit peu différente. On soupçonne en tout cas Ferrari et Lamborghini, mais aussi Ducati et d'autres constructeurs réputés pour leurs véhicules de sport avec une clientèle très exigeante, eh bien, de vouloir garder le plus longtemps possible les moteurs à essence, car une partie de leur clientèle aime les moteurs à essence, le bruit des moteurs à essence et la sensation des moteurs à essence. Pour l'électrique, ils s'en foutent un petit peu. En tout cas, on va voir s'ils arriveront à gagner un petit délai et grappiller quelques secondes. On quitte maintenant le salon de l'automobile, vous inquiétez pas, on y reviendra dès demain vu le nombre de nouveautés qu'il y a. On va passer à la maison avec les objets connectés et l'éclairage connecté de Philips. Je vous rappelle que le constructeur cartonne depuis des années avec sa gamme Hue, qui sont des éclairages un peu sous toutes leurs formes connectés et qui vous permettent de les piloter avec votre smartphone notamment. Eh bien attention, c'est parti, il va y avoir beaucoup de nouvelles références qui ressembleront à des ampoules, qui ressembleront à des rubans LED, qui ressembleront à des lampadaires, qui ressembleront à des stickers à coller derrière vos télés ou derrière vos meubles. Bref, vous allez voir, il y a beaucoup de choses là-dessus. Du Philips Hue Play Gradient Light Strip, notamment pour les bandeaux. Le Philips Hue Play Gradient Light Tube, si vous voulez chercher plutôt un tube. Vous avez aussi la version lampadaire avec le Gradient Sign que vous pourrez aussi poser sur un meuble. Mais ce n'est pas fini puisque vous aurez aussi de leur côté les ampoules plus classiques et les lampes plus classiques avec des lampes suspendues, la Hue Rave, la Hue Xamento et la Hue Devers, différents en fait form factors d'éclairage connecté de la part de Philips. Donc derrière ces noms un petit peu compliqués et ces gammes un petit peu riches, eh bien on a notamment beaucoup d'offres de la part du constructeur. Autre nouveauté, bientôt, ils seront tous compatibles avec Spotify et pourront vibrer au rythme de vos chansons
préféré. Faites attention à vos yeux quand même. Ne transformez pas votre salon en discothèque. C'est rigolo une soirée, mais à un moment, vous allez être un peu fatigué. On va en tout cas parler de Motorola et Apple. On commence avec Motorola. Mon collègue Patrick Randall a réussi à obtenir une interview du directeur général France, Jean-Philippe Hillarine, et sur les plans de retour de Motorola sur le devant de la scène notamment. Je vous rappelle que le constructeur américain qui était au top de sa forme jusqu'en 2006, donc la veille de la sortie de l'iPhone, depuis est tombé des charts, est tombé un peu dans l'oubli, a été racheté par Google, ça n'a pas marché, puis racheté par Lenovo, et ça marche doucement entre le B2B et le B2C. En tout cas, Motorola voit dans la disparition de Huawei et de beaucoup de marchés une opportunité de revenir et viserait dans quelques années les 10% de part de marché. C'est très très ambitieux évidemment. En tout cas, une interview intéressante puisque Jean-Philippe Hillarine nous redonne aussi, avec une certaine franchise, les constats d'échec de Motorola et tous les challenges qu'il y a pour la marque pour essayer de venir se gratter une petite part de marché, une petite part du gâteau. On verra en tout cas ce que ça donnera. Est-ce que Motorola pour vous peut revenir un peu sur le devant de la scène? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Passons maintenant à une autre marque américaine, mais qui restait américaine, qui n'a pas été rachetée par un géant chinois, c'est Apple. Et Apple est en train de jouer un petit peu avec différentes technologies, et notamment avec un écran pliant, dépliant, repliant, enroulable. Bref, dans le chat ce matin, dans le live, les gens m'ont proposé le nom de iScroll, le iParchemin. Vous allez voir, c'est un brevet qui a été déposé la semaine dernière, c'est un brevet plutôt détaillé, et donc en général c'est plutôt bon signe pour ce genre d'études. Encore une fois, je vous rappelle, ça ne garantit pas du tout le fait que nous aurons un jour des iPhones ou des iPads déroulants, mais vous avez différents schémas, différents form factors, différentes technologies qui montrent comment un écran pourrait se déployer, se déplier, se dérouler selon Apple, et on verra évidemment quels sont tous les avantages et les challenges qui attendent la marque à la pomme. Là-dessus, on sait en tout cas, c'est un secret de polichinelle qu'évidemment Apple étudie les possibilités autour des écrans pliants. Mais avant qu'Apple se lance à la poursuite notamment de Samsung, qui je vous le rappelle avec ce beau téléphone fonctionne de mieux en mieux, mais reste un téléphone de niche, on verra si le constructeur américain a vraiment quelque chose de nouveau à apporter au marché. Passons maintenant aux technologies et à la politique avec un programme qui fait beaucoup discuter en ce moment. Ce programme s'appelle Raven et je vais vous donner la signification de l'acronyme parce que c'est un peu compliqué. Les Américains sont toujours friands de cela. Le Repository for Analytics and Virtualized Environment. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très compréhensible pour l'instant, mais en tout cas c'est un programme qui est mis en place par l'ICE, donc l'Immigration and Custom Enforcement, donc un peu les autorités d'immigration américaines, pour surveiller les migrants qui rentrent sur le sol américain. Et c'est un programme qui est très ambitieux et qui va même s'étendre à de nouveaux volets pour toujours plus surveiller ces personnes et qui est un contrat, encore une fois, qui est tellement juteux qu'il attire 200 entreprises pour l'instant qui ont posé candidature, dont en tout cas Amazon, Google et Microsoft qui ne sont pas, encore une fois, pas la première fois qu'ils essaient de travailler avec les autorités américaines là-dessus, au grand dam de certains de leurs salariés. Ce qui est un petit peu compliqué, ce qui est un petit peu polarisant et problématique, c'est qu'évidemment le programme Raven serait une sorte de réseau de surveillance, des réseaux de surveillance, et qu'il mettrait en tout cas en communication plusieurs bases de données qui traquent les personnes, que ce soit sur des réseaux sociaux, sur des systèmes de justice, mais aussi des systèmes de paiement, bref, beaucoup de systèmes qui seraient en tout cas unifiés dans un grand système, une grande base de données de surveillance pour permettre à l'ICE de surveiller et de traquer les migrants qu'elle considère en état illégal de séjour sur le territoire américain. Le problème que l'on a, c'est qu'évidemment, beaucoup de salariés et d'employés de ces entreprises n'ont pas signé pour ce genre de technologie, ce genre de contrat, et l'ont fait savoir, on le sait, ces derniers temps, notamment avec des contrats avec le Pentagone ou l'armée américaine ou les services de police américains, que ce soit pour Amazon, que ce soit pour Google, que ce soit pour Microsoft. Mais on sait aussi, et les organisations civiles sonnent l'alarme là-dessus, il y aurait des possibilités évidemment de dérapage énorme et on pourrait généraliser cette surveillance qui viendrait piocher dans les réseaux sociaux et dans d'autres systèmes pour en fait surveiller un peu tout le monde. Et on aurait peut-être le Big Brother que tout le monde redoute depuis quelque temps, mais qui n'a jamais été aussi proche d'être une réalité. On enchaîne avec la surveillance d'État et ce coup-ci on va parler d'un robot.
Ce robot s'appelle Xavier. Alors c'est presque mignon, regardez, il s'appelle Xavier et il a presque une bonne bouille. Sauf que ce robot est un robot d'autorité, dépositaire de l'autorité à Singapour. Et dans certains endroits de Singapour, des robots, des petits Xavier vont être dispatchés dans la rue. Ils vont se balader de manière autonome avec leur caméra à 360 degrés pour, écoutez, repérer des comportements qui sont considérés par le gouvernement comme socialement indésirables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fumer dans des endroits interdits aux fumeurs. Ça veut dire faire du colportage. Ça veut dire mal garer son vélo. Ça veut dire faire un rassemblement de plus de 5 personnes dans ces temps de distanciation sociale, où ce serait en tout cas se déplacer avec un engin motorisé lorsque ce sont des zones eh bien, piétonnes en tout cas. Ces robots, s'ils vous chopent là-dessus, ils vont vous sonner, ils vont arriver peut-être avec une amende, mais aussi avec des conseils pour mieux se comporter en société via un écran. Et s'ils déclarent ou s'ils en tout cas détectent des comportements plus graves, ils pourront évidemment rentrer en contact avec des policiers, ce coup-ci bien humains, pour intervenir. On verra en tout cas comment ça se passe à Singapour, qui est un pays encore une fois très spécial sur l'autorité et la discipline, notamment sur la voie publique, à voir ce que vont donner ces petits Xavier. On quitte Singapour et les États-Unis et on vole jusqu'au Salvador ce coup-ci. Je vous rappelle que le Salvador est le premier pays à avoir officialisé le Bitcoin comme une monnaie acceptée, une monnaie officielle en tout cas à côté de leur monnaie première. Eh bien, une étude en tout cas au Salvador montre que 70% des habitants du Salvador seraient contre l'utilisation et l'acceptation du Bitcoin sur le territoire et que 90% des personnes, qu'elles soient pour ou contre, n'ont qu'une idée imprécise ou inexistante en tout cas de ce qu'est et de ce à quoi servirait le Bitcoin. Donc tout n'est pas aussi rose, hein. L'annonce du président du Salvador avait fait grand bruit le 9 juin, je vous rappelle, à l'époque où Nayib Bukele avait annoncé, en tout cas, faire une proposition au Sénat qui a été ensuite eh bien, écoutez, avalisée pour accepter le Bitcoin et faire aussi du Salvador un unitaire de Bitcoin, c'est-à-dire qu'on va aussi attirer les entrepreneurs du Bitcoin avec des facilités fiscales. Ils veulent aussi miner du Bitcoin avec de la géothermie. Bon, bref, plein de choses. En attendant, et c'est aujourd'hui que ça va commencer à rentrer eh bien, écoutez, en circulation, les habitants du Salvador ne sont pas si chauds que ça. On verra s'ils deviennent des crypto-bros. Partons maintenant dans l'espace. Enfin, partons dans l'espace. Essayons de partir dans l'espace et on va revenir sur la fusée Alpha de la compagnie Firefly qui a décollé la semaine dernière pour un vol d'essai qui devait emmener notamment du matériel dans l'espace. Ça ne s'est pas passé comme prévu puisque le lancement s'est plutôt bien passé au début, mais vous allez voir assez rapidement, eh bien, si je fais une avance rapide, on se rend compte qu'un des moteurs, le moteur numéro 2, en fait, est entré en panne et a vécu une sorte de malfonction. Et la fusée a tenté de maintenir le cap le plus longtemps possible, évidemment, jusqu'au moment où, vous allez voir, elle va commencer vraiment à perdre sa stabilisation, commencer à partir en vrille. Et c'est là où l'autorité américaine, la Space Force, l'a bien nommée, va ordonner à Firefly l'autodestruction de sa fusée avant que celle-ci ne commence vraiment à partir quelque part et retomber et mettre évidemment des personnes en danger. Et vous allez voir, ça va se barrer en vrille dans quelques secondes. Et Firefly aura donc donné les explications il y a quelques jours sur ce problème. Voilà, vous le voyez ici. Et d'ailleurs que Firefly n'a pas trop de problème là-dessus à montrer leurs échecs puisque vous voyez cette fusée qui est en train de perdre complètement le contrôle, fume et un petit boum ordonné par la Space Force. Et Firefly qui a l'air d'être très fier de son échec puisque dans cette vidéo, on voit la marque apparaître en mode « Yeah, c'est nous, Firefly ». En tout cas, je vous rappelle qu'une fois de plus, et plus que jamais, la conquête de l'espace, c'est aussi beaucoup d'échecs. Allez, on a beaucoup parlé d'espace ces derniers temps avec notamment la course entre milliardaires pour être les premiers dans l'espace. Et si vous regardez le live intégral, le replay intégral de notre émission, on a beaucoup parlé d'autres projets de l'espace. On a parlé de Richard, on a parlé d'Elon. Et évidemment, on parle de Jeff Bezos avec son programme spatial. Mais Jeff Bezos a aussi une autre lubie dans la vie. C'est peut-être de ne jamais arrêter de vivre, par exemple. Et Jeff Bezos fait partie des actionnaires d'une entreprise extrêmement ambitieuse qui s'appelle Altos Labs. C'est une entreprise qui aujourd'hui réunit des scientifiques de top niveau, plusieurs prix Nobel et offre des salaires absolument mirobolants qui commencent
commence à 1 million de dollars par an pour attirer les meilleurs cerveaux et trouver le secret de l'immortalité, rien de moins. Il y a différentes pistes vers l'immortalité, je vous le rappelle. Celle d'Altos Lab, ce serait évidemment de jouer avec nos cellules, la programmation de nos cellules notamment, et leur vieillissement, leur programme de vieillissement. Et nous avons ici des pontes et des tronches sur les travaux sur les cellules et les expériences notamment sur des animaux comme des rats qui ont montré des choses très belles, aussi des choses très laides. Mais en tout cas, évidemment, le but d'Altos Lab, c'est à la fin de pouvoir produire des cellules, produire aussi des modifications de cellules et modifier le corps humain pour ne plus vieillir, voire pour rajeunir et voire pour réparer le corps à des endroits spécifiques. Bref, ce ne sont pas les premiers à se lancer là-dedans. Il y a d'autres milliardaires américains qui rêvent de ne pas mourir ou de mourir peut-être un peu plus tard, dans quelques centaines d'années. Et je vous rappelle notamment que Calico est l'entreprise financée, elle, par Alphabet, la maison mère de Google, pour aussi avoir ce genre de recherche, genre l'immortalité en toute simplicité. En attendant, avant qu'on vive tous et toutes des siècles entiers, j'espère que ce petit condensé de quelques minutes vous aura suffi. Je vous rappelle que le replay est également disponible sur YouTube si vous voulez voir tous les autres sujets dont on a parlé. Il y a un camping-car très très cher par exemple. En attendant, on se retrouve demain en fin de journée pour une autre quotidienne condensée. Je vous fais des bisous, à très vite.